j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec un book haul et un gros book haul puisque aujourd'hui je vais vous présenter tous les livres qui sont arrivés chez moi depuis le 1er janvier. Donc ça fait janvier, février et les premiers jours du mois de mars, en sachant que ce week-end il y avait les Oniriques à mes yeux à côté de Lyon et j'ai un petit peu craqué. Si mes calculs sont bons, aujourd'hui je vais donc vous présenter 18 livres, 2 revues, 3 CD et quelques goodies. Pour commencer cette vidéo, je voudrais vous présenter 7 livres. Alors qu'est-ce qu'ils ont en commun ces 7 livres? Il y en a 7 hein, 4, 5, 6, 7, oui. Ils appartiennent à la littérature irlandaise. Et c'est bien cool parce qu'au mois de mars, nous partons en Irlande. Premier titre, il s'agit d'un livre publié aux éditions Milady qui vient de sortir ou qui va bientôt sortir. Il s'appelle Si tu t'en vas et c'est de C.J. Cook. Il s'agit d'un thriller et je suis assez contente puisque c'est un genre que je lis assez peu, alors qu'à chaque fois que j'en lis je suis très heureuse, très enthousiaste parce que je découvre, donc je ne comprends pas pourquoi j'en lis pas plus. Si, parce que les journées sont pas assez longues, mais bref. Donc là non seulement c'est un livre qui a été écrit par une autrice irlandaise, nord-irlandaise, et en plus un thriller, donc voilà, d'une pierre deux coups. A priori ça va être une narration un peu sur 2 temps. Enfin, en tout cas, c'est ce que je comprends avec la 4e de couverture. D'un côté, on découvre une femme qui échoue sur une île déserte, mais qui n'a aucun souvenir de qui elle est. Et de l'autre, dans la banlieue londonienne, c'est un mari qui cherche sa femme, qui a disparu sans laisser de traces. Voilà, donc j'imagine que cette femme qui a disparu est la femme qui ne se souvient plus de rien et qui a échoué sur l'île déserte. Mais peut-être pas, je sais pas. Bref, je n'en sais pas plus. Si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas. Autre titre irlandais également publié aux éditions Milady, ici écrit par Marian Keyes, Un couple presque parfait. Et là ça tombe super bien puisque Marian Keyes est une des autrices préférées d'une des organisatrices du Irish Readathon, et donc lire un livre de cette autrice compte pour un défi dans le challenge irlandais du mois de mars. Là c'est plutôt de la littérature légère, plutôt chick lit, contemporaine et plutôt côté romance. Si j'ai bien compris, Marian Keyes est un petit peu une spécialiste du genre, et ce qui est a priori très bien dans ses bouquins, c'est qu'elle associe le côté romance à un côté assez humoristique, et donc on passe un très bon moment avec ses livres. J'espère que je passerai un bon moment moi aussi. Là on suit un couple qui est ensemble depuis pas mal de temps je pense. Ils sont mariés, ils ont des enfants qui doivent être assez grands maintenant, donc oui c'est un couple de longue date. Et ce couple a l'idée, enfin en tout cas c'est lui a priori, Hugh, qui propose de faire un break de 6 mois. Pendant ce temps-là, lui il va partir en Asie du Sud-Est et elle, Amy, est obligée d'accepter ce break. Et elle se rend compte qu'en fait, si lui il fait un break, elle aussi elle fait un break, et donc ça veut dire qu'elle peut vivre aussi quelque chose d'assez intéressant pendant ces 6 mois. Et la 4e de couverture ajoute que un couple presque parfait ne raconte pas l'art de tomber amoureux, mais celui de rester amoureux. Et je trouve que c'est une question plutôt intéressante. On continue avec un livre que je vous ai présenté dans la vidéo du challenge The Irish Readathon, La parole de Fergus de Siobhan Dowd aux éditions Scripto Gallimard. C'est plutôt de la littérature jeunesse, mais avec un fond historique qui va être très intéressant, puisque ça se passe en 1981, au moment des troubles, au moment du conflit nord-irlandais, et 1981 a surtout été marqué par la grève des prisonniers dans la prison de Lankesh en Irlande du Nord. Je continue avec 2 titres de Edna O'Brien, qui est sans doute une des autrices irlandaises les plus connues, en tout cas dans la littérature contemporaine irlandaise. Malheureusement pour moi, je ne l'ai pas encore lu, je commence à avoir pas mal de livres d'elle dans ma bibliothèque, mais j'avoue que c'est une autrice qui me fait un petit peu peur. J'ai peur que ce soit une écriture qui soit très ardue, très froide. Et donc voilà, j'y vais un petit peu par reculons parce que j'ai très hâte de la découvrir, je suis très curieuse. Mais j'y vais avec quelques petites appréhensions. Alors si ça se trouve c'est complètement stupide parce que ça se passera très bien. Donc là s'ajoute à ma bibliothèque Crépuscule irlandais. Et le deuxième c'est Saint et Pêcheur. Et tous les deux sont aux éditions Sabine Westpizer.
Saints et pêcheurs, c'est un recueil de nouvelles. Il y a a priori 11 courts textes sur des sujets divers et variés, mais à chaque fois ce sont des Irlandais qui sont mis en avant. L'autrice voilà, nous présente des Irlandais qui ont essayé de fuir leur pays mais qui sont rattrapés par leurs racines irlandaises. Beaucoup d'émotions, beaucoup de lyrisme et un côté nature writing qui est aussi pas mal important, mais j'ai l'impression que Edna O'Brien est pas mal connue pour ça. Elle met en avant l'Irlande, le pays est un personnage à part entière de ses récits. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne quand je lis les quatrièmes de couverture de ses livres. Crépuscule irlandais, c'est un roman. Là, si j'ai bien compris, on va suivre la relation entre une mère et sa fille. Une mère, Dilly, qui était partie quand elle était jeune, qui avait fui l'Irlande pour les États-Unis, le rêve américain, comme beaucoup d'Irlandais, et qui en fait avait été très déçue, et donc elle était revenue au pays. Et sa fille, Eleanora, elle fuit l'Irlande pour Londres. Et en fait, comme sa mère, elle revient en Irlande après la déception. Donc je pense qu'elle va un peu mieux comprendre cette mère qui lui paraissait un petit peu mystérieuse. Elles vont se rapprocher grâce à ça. Un autre auteur irlandais que je ne connais pas, que je n'ai jamais lu, William Trevor. Et là j'ai le livre Cet été-là aux éditions Phébus, littérature étrangère. Encore une fois, le contexte est irlandais. Les auteurs irlandais parlent beaucoup de leur pays, c'est quelque chose qui leur tient vraiment beaucoup à cœur. Là, ça se passe dans une toute petite ville d'Irlande dans les années 50. Et dans cette petite ville, dans ce petit village où tout le monde se connaît, une sorte de huis clos, il va y avoir une histoire d'amour, si je comprends bien, entre un personnage un peu étrange qui vient photographier un enterrement, et lors de cet enterrement, il va rencontrer Ellie et il va y avoir un coup de foudre. Mais je pense que cette relation ne va pas être de tout repos. Dernier titre irlandais que beaucoup connaissent, ce sera sans doute le plus connu de tous les titres que je viens de vous présenter. Vous êtes nombreux à l'avoir lu. Il s'agit des Derniers jours de Rabbit Eyes de Anna McPartlin, et donc aux éditions France Loisirs. On va suivre, comme son nom l'indique, une héroïne qui s'appelle Rabbit, enfin c'est son surnom, en fait elle s'appelle Mia. Une jeune femme je pense, et elle va mourir. Elle n'a plus que 9 jours à vivre. Et tous ses proches vont venir près d'elle pour la soutenir. Ses parents, son frère, sa sœur et sa fille qui a 12 ans. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est une jeune femme puisqu'elle a une enfant de 12 ans, mais elle a encore ses parents, donc voilà. Une quarantenaire peut-être, on ne sait pas trop pourquoi, elle est mourante. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec cette histoire, je pense qu'on va surtout être très très proche des personnages, j'espère, je pense que leur psychologie va être pas mal développée, les relations qu'ils peuvent avoir entre eux. Donc je pense que ça va être émotionnellement assez fort, en tout cas j'espère, mais sincèrement je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec ce titre. Si vous l'avez lu, allez-y, dites-moi tout en commentaire. La Renaissance de Pemberley de Lise Antunes, Simoes, je ne sais pas du tout comment le prononcer, je suis vraiment désolée si je le prononce très mal. C'est auto-édité et c'est l'autrice qui me l'a proposé, donc vraiment merci. Je suis très curieuse de découvrir cette histoire qui, comme son nom l'indique, se passe à Pemberley. Pemberley, pour les connaisseurs, c'est la maison de Darcy et d'Elizabeth Bennet. Donc là, l'autrice nous propose une suite à Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Pourquoi découvrir cette histoire-là? Parce que l'autrice me l'a très bien vendue, et surtout, elle tient un blog sur lequel j'ai eu l'occasion de lire pas mal d'articles qui sont très documentés, notamment au sujet de cette époque Régence, de cette époque toute fin 18e, début 19e en Angleterre. Et donc l'autrice sait de quoi elle parle, et notamment au sujet du mariage et de l'amour dans cette société-là. Elizabeth Bennet, enfin maintenant Darcy, est vraiment mise en avant dans cette suite. C'est vraiment le personnage central, et on la découvre tout de suite après son mariage avec Darcy. Elle est devenue maîtresse de Pemberley, la maîtresse de la maison, et c'est un rôle qui est difficile à assumer, puisque on parle beaucoup d'elle, il y a beaucoup de mauvaises langues qui sont là à pia-pia-pia, à persifler sur son passage, parce qu'elle s'est quand même mariée avec un des plus beaux partis du pays,
Et alors que la famille Bennet n'était pas la famille la plus riche du moment, la plus riche d'Angleterre. Bref, ça ne plaît pas à tout le monde, et donc il va falloir qu'elle relève la tête et qu'elle arrive à s'imposer dans ce nouveau rôle auprès de Darcy. Voilà, très curieuse, et ça me fera plaisir de replonger dans cette littérature austénienne qui m'a vraiment fait passer de très belles heures il y a encore quelques années. Je continue avec un tout petit livre que j'ai acheté il y a 3 semaines lors d'un petit passage à Lyon. On est entré dans une petite librairie et j'aime bien acheter des livres quand je suis en voyage, entre guillemets, quand je suis en petit séjour, j'aime bien entrer dans une librairie et ramener un petit livre. Ça coûte vite cher, mais voilà, c'est un petit rituel que j'aime bien. Bref, là j'ai choisi Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse de Katia Astafiev aux éditions Pocket. C'est un livre dont j'avais déjà beaucoup entendu parler, j'étais curieuse de le lire parce que vous le savez sans doute, j'ai déjà un petit peu voyagé seule, pas beaucoup, hein, j'ai juste fait 2 courts séjours, mais voilà, j'ai déjà un petit peu tenté l'aventure et je repars là très bientôt pour un 3e et 4e séjour en solo. Et j'étais donc curieuse de découvrir le témoignage d'une autre voyageuse solo. Et finalement je suis un petit peu déçue, même beaucoup déçue en fait, parce que je l'ai déjà lu. Ça se lit très vite, hein, ça fait même pas 200 pages. Ouais, 170 pages. Je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais à sourire plus. Je m'attendais à sortir de cette lecture en ayant tout de suite envie de mettre mon sac à dos, mettre mes chaussures de rando et partir sur les routes, partir en voyage au bout du monde. Et en fait non. Je trouve que finalement c'est pas si drôle que ça, et en fait c'est presque limite un petit peu plombant. En tout cas les gens qui n'ont jamais, les femmes qui n'ont jamais voyagé seules, auront peut-être pas forcément envie de s'y mettre après la lecture de ces petites anecdotes qui peuvent peut-être faire sourire mais qui parfois sont assez glauques et peuvent surtout angoisser, je pense. Alors il faut prendre ça de façon assez légère, mais quand même, effectivement ça existe. Il faut pas croire que quand on part en voyage, qu'on soit en solo ou qu'on soit à plusieurs, tout va se passer exactement comme on l'avait prévu, c'est pas vrai. Il y a toujours des petites choses qui merdouillent un petit peu. Mais là, avec ce recueil de péripéties, de mésaventures un petit peu malheureuses, ça peut faire croire que le voyage ce n'est que ça, que des péripéties qui font pas forcément plaisir sur le moment, desquelles on peut peut-être rire après, mais sur le moment qui sont quand même parfois un petit peu lourdes à gérer. Voilà, on peut croire ça, mais en fait non, rassurez-vous, quand on voyage, il y a quand même énormément de très beaux moments, et ils sont heureusement beaucoup plus nombreux que les mésaventures. En tout cas, avec mes 2 petites expériences, je n'ai eu quasiment que de très beaux moments, j'allais dire, non, moments, et j'ai envie d'avoir ce sentiment-là. Quand on lit ça, ça peut faire un petit peu peur de voyager en solo, on peut se dire ah oui, en fait, il peut nous arriver beaucoup de choses, n'importe quoi, et pas forcément que des trucs très drôles. Je continue avec ce graphique, Histoire au pluriel, de femmes, 150 ans de lutte pour leur liberté et leurs droits, de Martha Breen et Jenny Jordal aux éditions Larousse. C'est un documentaire, on peut dire, mais sous forme de bande dessinée, sous forme vraiment très graphique. Et on va revenir un petit peu sur l'histoire des droits des femmes, à travers quelques figures très importantes du féminisme, et quelques thématiques très importantes. Donc voilà, par exemple, vous voyez, vous avez le gros titre, le premier rassemblement, on a le droit de vote, je pense, j'ai dû voir. Voilà, la lutte des femmes contre l'esclavage, un petit peu plus loin, oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Un petit peu plus loin, on a le droit de vote. Bref, quelques grandes thématiques, quelques grandes figures présentées sous forme de bande dessinée, sous forme très graphique. Je continue avec de la littérature plutôt imaginaire cette fois, et je commence avec Sacrifice à la lune de Marcus Sedgwick. Sedgwick, je ne sais pas le dire, je vous mettrai les noms de l'auteur en description de la vidéo. Et c'est aux éditions Thierry Magnier. Donc a priori c'est plutôt jeunesse.
mais ça me paraît quand même assez sombre. Vous allez voir pourquoi. Bon, déjà c'est le titre qui m'a attirée, l'illustration, j'avoue. Et alors la quatrième de couverture, je me suis dit, ouh, ça a l'air intéressant tout ça. Je vais pas vous résumer, je vais vous lire la quatrième de couverture, ce sera beaucoup plus simple parce que je n'arrive pas à faire le résumé de ce livre. La rumeur dit que sur l'île de Plest, les habitants ne vieillissent pas, qu'il n'y a plus de naissance. En s'y rendant pour un reportage, Eric ne sait pas encore qui va être l'acteur involontaire d'une tragédie qui plonge ses racines dans la nuit des temps. Destin lié à travers les siècles, Merle et Eric, tour à tour amants, frères et sœurs, mère et fils, se retrouvent au cœur d'aventures saisissantes. Inexorablement, la malédiction antique s'accomplit, cette fois. Tout à la fois gothique, romantique et mystérieux, ce roman convoque les rites barbares des mythes anciens. Voilà. Donc a priori c'est jeunesse, mais quand même assez sombre. Et des thématiques qui me parlent beaucoup. J'en avais jamais entendu parler avant. Et je suis très curieuse de découvrir ça. Je continue avec mon achat trimestriel obligatoire chez France Loisirs. Il s'agit du tome 2 d'un palais d'épines et de roses, tome 2 qui s'appelle Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, et donc aux éditions France Loisirs. Le premier tome a été une de mes plus belles lectures de l'année 2018. Un mélange de fantaisie, de féerie, de merveilleux, une réécriture du conte de La Belle et la Bête, mais de façon très intelligente, avec un petit peu de paganisme, vraiment du merveilleux pur et dur. J'avais vraiment beaucoup aimé, j'ai été très surprise par la réécriture, par l'histoire, par les personnages, par la plume. Tout m'avait beaucoup plu, un petit peu moins la romance Belle et la Bête, mais bon, le reste rattrapé largement ce petit côté qui me plaisait un petit peu moins. Bref, je suis très curieuse de lire la suite, donc j'ai acheté le tome 2 chez France Loisirs, et je ne sais absolument pas dans quelle direction va aller l'autrice dans ce tome 2. Je me laisse la surprise. Et alors, figurez-vous que j'ai eu la surprise de trouver dans ma boîte aux lettres cette petite boîte, il y a quelques jours à peine, et quand j'ai ouvert, j'ai trouvé plein de choses super intéressantes. Un petit carnet, tout en paillettes, vierge. J'adore les carnets, hein. J'en utilise plein. Et là je vais repartir en voyage, donc j'en aurai besoin. Un petit cadre avec une citation: aux étoiles qui entendent les vœux et aux rêves exaucés. Une bougie, un palais de cendres et de ruines, donc là on sait de quoi ça parle. Elle est parfumée. Ensuite il y a eu un petit marque-page avec la même citation que je vous ai lu tout à l'heure sur le cadre. Et enfin, le troisième tome d'Un palais d'épines et de roses. Troisième tome qui vient de sortir et qui s'appelle Un palais de cendres et de ruines, toujours de Sarah J. Maas. Et par contre cette fois c'est la Martinière Jeunesse qui me l'a envoyé. Et donc je les remercie vraiment très fortement, puisque je suis très contente de pouvoir découvrir le troisième tome de cette trilogie, troisième tome très attendu, et comme je viens en plus d'acheter le tome 2, bah là je pourrais enchaîner la trilogie. Je continue avec la littérature imaginaire, puisque j'ai acheté quelques livres ce week-end au salon du livre Les Oniriques à mes yeux, donc très près de Lyon. C'est un salon du livre qui a lieu tous les 2 ans, un salon qui est très sympa. J'y avais fait un tour la toute première année, j'avais beaucoup aimé. La deuxième année j'étais bénévole, j'avais beaucoup aimé aussi cette expérience, c'était très sympa. La troisième année, c'était il y a 2 ans, je n'y étais pas allée, je venais d'emménager à Clermont quasiment, et donc j'avais pas fait beaucoup de salons cette année-là. J'ai vraiment du mal à parler, hein, je suis fatiguée. Bref. Cette année, je me suis dit, allez, tu t'as pas fait grand chose non plus ces derniers temps en salon du livre, donc c'est le moment. En plus, c'est l'occasion d'aller voir les copains-copines à Lyon. Voilà, donc tu n'hésites pas. Je me suis donc rendue au salon samedi après-midi. J'avais pas prévu de faire beaucoup d'achats. Je m'étais dit 3 maximum. Bon, en fait, j'en ai acheté 5. Ça va encore, hein. Ça aurait pu être bien pire, parce que j'avais vraiment envie d'acheter beaucoup de livres d'auteurs qui étaient présents, beaucoup d'auteurs que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc j'aurais pu faire bien pire. Les 2 achats que j'avais en tête en arrivant, et c'est ceux que j'ai fait en arrivant justement, ce sont les tomes 2 et 3 des Sœurs Carmine. Donc le tome 2 s'appelle Belle de Gris
et le tome 3 s'appelle Dolorine à l'école. C'est de Ariel Holz toujours, et c'est toujours dans la collection Naos des Indés de l'imaginaire. Ici c'est plutôt Mnemos. Le premier tome a été une de mes plus belles lectures de l'année 2018. Il fait partie du top, je crois qu'il est en deuxième position, première ou deuxième position. Mon cœur balancé entre le premier tome des Sœurs Carmine et le premier tome de Un balai d'épines et de roses. Voilà, donc j'ai les tomes suivants, j'ai la trilogie complète. Ensuite, deux achats complètement imprévus. Mon ami attendait pour se faire dédicacer un livre d'Aurélie Wellenstein. À côté d'Aurélie Wellenstein, il y avait Estelle Faye et Manon Fargueton. Et ben Manon Fargueton n'avait plus personne devant elle, donc je me suis approchée, j'ai envie de discuter un petit peu. Et puis je me suis retrouvée à lui acheter 2 livres. J'aurais pu en prendre plus hein, parce qu'il m'en manque encore pas mal. J'ai pris Les Illusions de Savloir aux éditions Milady. Celui-là je pouvais pas passer à côté parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'autre roman qui se passe dans le même univers qui s'appelle L'héritage des rois passeurs. Les livres peuvent se lire indépendamment, même si c'est quand même mieux de lire celui-là en deuxième, dans l'ordre de publication tout simplement. Voilà, donc j'avais tellement aimé le premier que je me dis c'est quand même bête de ne pas lire la suite entre guillemets, ou en tout cas le deuxième livre qui se passe dans le même univers. Et puis Manon avait d'autres titres que je n'ai pas encore dans ma bibliothèque. Celui sur l'Apocalypse, 10 jours, je ne sais plus quel est le titre exactement, et Nos vies en l'air. Elle m'a raconté l'histoire de Nos vies en l'air, et j'ai dit ouh super, c'est celui-là que je veux. Super, en sachant quand même que ça parle de 2 adolescents, jeunes adultes, qui se retrouvent sur un toit pour se suicider. Ouh super, j'ai trop envie de lire celui-là. Non, ça a l'air vraiment super pour le coup, oui. En fait, elle m'a expliqué que au début, on va découvrir une jeune fille, une adolescente, Mina, qui est donc montée sur ce toit pour se suicider. Et en fait, sur ce toit, elle va découvrir un autre garçon qui lui aussi était venu là par hasard parce qu'il voulait lui aussi en finir. Ils ne se sont pas du tout donné rendez-vous là tous les deux, ils se rencontrent par hasard sur ce toit. Mais en fait, ils se disent qu'ils ne se sont peut-être pas rencontrés par hasard justement, que c'est une rencontre qui compte. Et ils vont passer la nuit ensemble, en se disant qu'à la fin de cette nuit, une fois qu'ils se seront baladés dans Paris et qu'ils se seront parlé, s'ils ont encore envie de se suicider, ils le feront ensemble tous les deux. Voilà, j'ai cette idée de rencontre qui peut tout changer entre deux êtres, ça me parle beaucoup et c'est pour ça, ça m'a donné envie de découvrir ce très court livre qui fait moins de 200 pages et je pense que je lirai celui-ci avant de lire Les Illusions de Savloir qui est quand même un bon petit pavé. Enfin, dernier achat de ce salon, Les Oniriques, et je vous dis j'aurais pu en acheter beaucoup plus, hein. J'aurais pu aller voir Stéphane Plateau, j'aurais pu aller acheter un autre livre à Nadia Coste, à Olivier Gay, à Fabien Clavel, qui est-ce qu'il y avait d'autre que Adrien Thomas, il y a plein d'autres auteurs que Estelle Faye, voilà, il y a plein d'autres auteurs auxquels j'aurais eu envie d'acheter plein de livres, mais bon, il faut savoir être un petit peu raisonnable. Et donc, je suis allée voir, par curiosité, Patrick Dieudonné, je crois que ça se dit comme ça, puisque son premier tome du cycle de Sif, je crois que ça se dit comme ça aussi, a été primé à Montreuil. Il a eu la pépite du roman jeunesse de Montreuil. Et au fait, on l'a acheté au travail, parce qu'on a acheté toutes les pépites de Montreuil, tous les ans on achète les pépites de Montreuil. Et ça a été une grande discussion avec mes collègues. Moi quand j'ai vu le livre arriver, quand j'ai vu la pavasse que c'était, et quand je l'ai feuilleté un petit peu, je me suis dit mais ce livre, moi je le vois pas du tout en littérature jeunesse. Pour moi c'est pas du tout un bouquin jeunesse. Donc je suis allée voir l'auteur en lui disant j'ai une question à vous poser, je comprends pas pourquoi ce titre, je l'ai pas lu mais a priori pour moi c'est pas de la littérature jeunesse et pourtant il a eu la pépite du roman jeunesse à Montreuil. Donc il m'a rassurée en me disant que lui non plus ne comprenait pas du tout ce que ça faisait dans les pépites de Montreuil. Bon, il était quand même content d'avoir eu le prix bien sûr, mais que pour lui non plus c'était pas du tout la littérature jeunesse, même si le héros
est un enfant au début de l'histoire et grandit au fil des tomes, pour lui c'était pas du tout de la littérature jeunesse. Moi ça me fait penser un petit peu à l'Assassin Royal de Robin Hobb. Dans le premier tome on découvre Fitz, qui est un enfant aussi, et qui va grandir au fil des tomes, mais pour moi c'est de la fantasy qui n'est pas du tout jeunesse. Et donc ça me faisait un petit peu penser à ça. Donc il m'a raconté un petit peu l'histoire du cycle de Sif, qui me paraît très 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 intéressant, mais j'avais pas envie de me lancer dans un cycle de fantasy assez long avec des gros pavés, voilà. Même si ça me paraît intéressant, j'avais pas envie de me lancer là-dedans pour le moment. Et puis en plus, comme on l'a acheté à la bibliothèque, je sais que je peux l'emprunter au travail sans problème dès que j'en ai envie. Donc je lui ai dit bah merci de m'avoir raconté l'histoire, mais je vois que vous avez 2 autres romans qui paraissent un petit peu plus contemporains et qui sont des one-shots, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? Donc il m'a expliqué, il m'a raconté un petit peu l'histoire de ces 2 autres romans contemporains. Un qui s'appelle Écume, je crois, et l'autre qui s'appelle Croc. J'ai acheté Croc. Alors là aussi c'est pareil, je dois être dans une phase un petit peu sombre, je ne sais pas. Mais quand il m'a raconté l'histoire, et à une amie qui était là aussi, puisqu'elle l'a acheté, on s'est dit « Ouh, super, ça a l'air génial !» Alors qu'en fait, ça parle de sujets très très sombres. Un homme qui marche avec une pioche sur l'épaule, et on va aller dans les tréfonds de l'âme humaine, ça va même parler de cannibalisme. Il m'a dit que c'était vraiment une histoire de dévoration, d'où le titre. Donc c'était pas fun du tout, ça parle de folie, etc. Et voilà, avec mon ami on était ouh, ça nous fait vachement envie. Et Écume apparemment c'est un petit peu la même chose, sauf que c'était plutôt dans un contexte maritime, on va suivre des marins sur un bateau. Donc ça me tentait aussi, mais je sais pas. Croc me parlait encore un petit peu plus. Voilà. Je sais pas si je le lirai vite, mais ça m'intrigue beaucoup. Et j'ai oublié de vous dire qu'a priori, ce sont 2 titres, Écume et Croc, qui sont assez exigeants littérairement. Il nous a expliqué que là, c'était vraiment des livres qui ont été écrits pour faire un travail sur le style. Autant le cycle de Zif a été lu par des jeunes et apparemment très apprécié par des très jeunes lecteurs, et c'est une écriture, une plume qui est plutôt légère, plutôt fluide. Là, il y a vraiment un travail sur le style, un travail littéraire important. Voilà, donc ça a encore plus égayé ma curiosité. Je continue très très vite, promis, j'ai bientôt terminé, avec 2 revues. La première, c'est le numéro 51 de AOC. Alors non, ce n'est pas appellation d'origine contrôlée, mais aventure onirique et compagnie. Donc là, c'est le numéro de l'hiver 2019, donc le numéro 51. Il s'agit d'un petit recueil de nouvelles, en fait 4 fois par an, donc il y a 4 numéros par an. J'ai découvert ça avec le numéro 48 ou 49, je crois que j'ai lu, dont je ne vous ai pas parlé sur le blog, mais je vous en ai parlé dans la dernière vidéo Update Lecture. Et j'ai vraiment bien aimé le principe du recueil de petites nouvelles d'auteurs et autrices pas encore beaucoup publiées, de jeunes auteurs et autrices, pas en âge mais en tout cas en termes de publication. Je trouve ça plutôt cool de pouvoir les mettre en avant dans une revue qui est vraiment dédiée aux littératures de l'imaginaire, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Il y a quelques illustrateurs qui sont aussi à chaque fois mis en avant, puisque au début de chaque nouvelle, il y a une petite illustration normalement. Je vous dis ça, mais en fait, j'en trouve pas dans ce numéro. Si... Voilà, à chaque fois c'est un ou une illustratrice différente qui illustre les nouvelles. Donc c'est plutôt chouette pour faire de petites découvertes dans une publication assez courte. Et c'est publié par le club Présence d'Esprit, qui est aussi à l'origine d'un magazine, d'un zine des mondes de l'imaginaire. Magazine qui est aussi publié 4 fois par an. Là il n'y a pas de nouvelles dedans, mais des dossiers sur des sujets divers et variés, des chroniques de livres et des interviews d'auteurs. Là c'est le numéro 95 de l'hiver 2019. J'ai oublié de vous dire que les 2 publications, ce qui équivaut à 8 numéros par an, c'est 33 € par an l'abonnement. Donc je trouve ça
plutôt très raisonnable. J'ai pas encore lu ces deux-là, mais comme je vous le disais, j'ai lu le numéro 48 ou 49 de AOC et ça m'avait vraiment bien plu, donc je pense que ce sera le cas pour ces nouveaux numéros. Et je vous encourage à aller voir le site internet de Présence d'Esprit et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je termine cette vidéo par des objets qui ne sont pas des livres mais qui me tiennent à cœur aussi et que j'avais envie de vous présenter. Je me suis acheté 3 CD que j'avais vraiment envie d'avoir dans ma CD Tech, on va dire ça comme ça, et des marque-pages que je vais vous montrer juste après. Des marque-pages un petit peu artisanaux, des créations un petit peu artistiques. Le premier CD que j'avais vraiment beaucoup envie d'acheter, il s'agit d'un EP de Holocaust, EP qui s'appelle Wanderlust. C'est un petit groupe australien que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais que j'aime vraiment énormément. J'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est un petit duo de jeunes australiens. C'est du indie folk. Donc j'adore écouter ça quand je bouquine, quand je rédige, quand j'ai juste envie d'avoir une ambiance très zen, très sereine, très évasion, voyage. C'est vraiment un genre musical que j'aime de plus en plus et je crois que dans ce genre-là, Holocaust c'est mon groupe préféré pour le moment. Donc j'avais très envie de les soutenir en achetant leur CD, leur EP, dans lequel il y a 6 titres. J'espère qu'ils vont sortir un gros CD bientôt et je l'achèterai, c'est sûr. Et en attendant, je vous invite à aller voir leurs vidéos sur YouTube qui sont très chouettes. Leurs clips sont très sympas, mais aussi leur compte Instagram. Ils font de très belles photos de voyage, puisqu'ils voyagent beaucoup. C'est un petit peu le principe de l'indie folk, hein, je trouve. Hein. La plupart des musiciens des groupes qui font de l'indie folk sont aussi des voyageurs. Donc c'est assez lié à la musique, c'est pour ça que je vous parlais d'évasion, de musique de voyage. Pour moi c'est vraiment lié. Et donc ils nous proposent voilà, des photos de leur voyage en Islande, Écosse, Australie, États-Unis, Canada, bref. Donc leur compte Instagram est super chouette. En parlant de voyage, j'ai eu très envie de m'acheter enfin la BO du film Wild, film que je n'ai toujours pas vu, mais j'ai lu le bouquin d'origine, Wild, de Cheryl Strayed, qui a été un gros coup de cœur en 2018. Il faut absolument que je voie l'adaptation avec Reese Witherspoon. Witherspoon, ouais c'est ça hein, je crois. Bref, j'écoutais déjà beaucoup la BO sur YouTube, j'avais envie de l'avoir dans ma CD Tech. Ça fait partie de ces CD voilà, qui ont marqué un moment de ma vie et que j'ai envie d'avoir pour pouvoir les réécouter à loisir. Même si je sais que la musique c'est dématérialisé et qu'on peut écouter un petit peu n'importe quand sur internet, sur notre ordi quand on veut, mais j'aime bien avoir les objets qui comptent, j'aime bien les posséder. Et j'ai découvert ce film, cette BO, grâce à la chanson Walk Unafraid de First Aid Kit. Enfin c'est une reprise par First Aid Kit. À la base, la chanson... Ah, je sais plus de qui elle est à la base. Rem? Ah, je voudrais pas dire de bêtises. Je pense que c'est Rem, je suis pas sûre. Mais je préfère la version... la réinterprétation de First Aid Kit. Et c'est grâce à cette réinterprétation que j'ai découvert la BO de ce film. Et voilà, que j'ai eu envie de l'acheter. Et donc en parlant de First Aid Kit, voilà, qui est aussi, à mon avis, un duo, cette fois féminin. Elles sont suédoises, les filles, ou finlandaises, suédoises je crois. C'est aussi un duo que j'adore écouter quand je rédige, quand je bouquine ou quand je voyage. Pour moi c'est idéal, c'est de la musique de voyage aussi. C'est de l'évasion. C'est de l'évasion pure et dure. J'adore ce qu'elles font. Je voulais aussi m'acheter le premier album de The Lumineers qui s'appelle je ne sais plus comment. J'ai leur deuxième album, Cléopatra, que j'adore. C'est l'album de mon année 2018. The Lumineers, je crois que de toute façon c'est le groupe de mon année 2018. C'est le groupe qui a accompagné mon voyage en Irlande en mai 2018 et qui m'accompagne encore très régulièrement. Je les écoute tout le temps. Et donc j'avais envie d'acheter leur premier album, mais j'ai pas réussi à le trouver à bas prix. Il est encore assez cher pour un CD. Là ces CD là je les ai achetés en moyenne à 5 ou 6 euros neuf. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai craqué. Après ça m'embête de mettre 20 euros dans un CD j'avoue, et là le premier album de The Lumineers c'était quasiment à 20 euros, donc voilà, plus tard, je le garde en tête, je l'achèterai plus tard. J'ai aussi envie de m'acheter un des albums de M83, parce
que j'adore M83 aussi pour voyager, je trouve ça très bien, je trouve ça génial. C'est plus de l'électro, c'est français, mais j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai aussi envie de m'acheter l'album le plus connu de Avon Nation, que j'adore aussi, mais pareil, c'est encore trop cher, j'arrive pas à les trouver à un prix intéressant, donc en attendant, je les garde en tête et je les achèterai un jour et je continue à les écouter sur YouTube, Deezer, Spotify, bref, en ligne, mais j'aimerais bien avoir les objets puisque c'est vraiment des albums qui comptent pour moi. Après cette petite parenthèse musicale, je voulais vous présenter d'autres objets qui ont quand même un petit rapport avec la littérature puisqu'il s'agit de marque-pages. J'ai commandé sur la boutique, sur Etsy, sur une boutique que j'ai trouvée un petit peu par hasard et que j'ai trouvée magnifique. C'est la boutique de Kerso. J'ai reçu dans une enveloppe les marque-pages un petit peu d'art que j'avais commandé et des petits cadeaux. Alors la créatrice m'a mis des petits marque-pages en bonus comme ça que je n'ai pas acheté, hein, c'est vraiment du bonus. Je les trouve tout mignons. C'est du papier un peu cartonné, un petit peu fragile, mais bon c'est très sympa. Les marque-pages que j'ai achetés étaient accrochés à des papiers que je trouve super jolis, qui sont pas des marque-pages, mais je les trouve tellement jolis que j'ai envie de les garder pour les réutiliser. Je ne sais pas trop comment, mais voilà, vous voyez, c'est double face, en tout cas pour cela. Là c'est blanc derrière, mais je trouve ça tellement joli, j'ai envie de les garder pour pouvoir les réutiliser. Et bref, quand même, ce que vous attendez impatiemment, les marque-pages que j'ai commandés sont en rapport avec le pré-raphaélisme. Parce que dernièrement, j'ai lu le livre La Muse de Rita Cameron aux éditions Milady, qui m'a complètement retournée. C'est une lecture, mais que je referai, je pense, que je relirai ce livre tellement il m'a émue et il m'a marqué, voilà. Ça parle du pré-raphaélisme, ça parle de la relation très intense, très passionnelle, très passionnée, artistique entre Dante Gabriel Rossetti, donc le fondateur, un des fondateurs du mouvement pré-raphaélite, et de sa muse, Elisabeth Siddal, Lizzie Siddal. Et donc je me suis rendu compte en lisant ce livre que je n'avais pas de marque-page pré-raphaélite, ce qui est quand même un comble, puisque c'est mon mouvement pictural préféré, et je n'ai même pas de marque-page de Rossetti ou des autres peintres du mouvement. Donc je n'ai toujours pas trouvé de jolis marque-pages de Rossetti, de Hunt, de Millet. Je n'ai pas trouvé sur Etsy, il n'y en avait pas des jolis qui m'intéressaient. Mais par contre, j'ai trouvé des jolis marque-pages aux couleurs des tableaux de John William Waterhouse, qui n'est pas un peintre pré-raphaélite à proprement dit, puisqu'il n'a pas fait partie du mouvement. Il a peint plus tardivement, mais il est affilié au mouvement dans ses thèmes et dans son esthétique, on va dire. Et je pense que Waterhouse est mon peintre préféré. J'adore ce qu'il fait et j'aurais adoré le rencontrer. Je crois qu'on se serait plu mutuellement, on avait beaucoup de choses en commun. Et voilà, j'aurais adoré évoluer dans ces cercles de la fin du 19e siècle en Angleterre, dans ces cercles d'artistes un petit peu bohèmes. J'aurais adoré ça. Je pense que j'aurais eu une vie très malheureuse, un peu comme Lizzie Siddal, mais ça aurait été assez passionnant, passionné, et je pense que ça m'aurait bien plu. Bref, tout ça pour en venir aux marque-pages que j'ai commandés, qui sont magnifiques. J'ai pris cela parce qu'en plus, il y a non seulement le tableau, et en plus un petit truc en plus. Et toujours un petit objet qui est lié, je trouve, au tableau. Ça c'est Ophélia, le tableau. Ça c'est Miranda, ou La Tempête, qui est la bannière du blog et de la chaîne YouTube, vous reconnaîtrez peut-être. Celui-là, je sais plus comment il s'appelle, le tableau, je sais plus qui est ce personnage, mais je la trouve magnifique, cette jeune femme. De toute façon, toutes les jeunes femmes de chez Waterhouse sont magnifiques. Un peu plus belles que chez Rossetti, et en même temps, plus j'apprends à connaître l'histoire de Rossetti et de Lizzie Siddal, et plus je les trouve belles en fait. Enfin, plus je la trouve belle, cette femme peinte par Rossetti. Émouvante en tout cas. Et en cadeau, j'ai eu encore un petit marque-page en carton un petit peu moins épais, un petit peu moins travaillé, mais quand même joli. Toujours de Waterhouse. Là, c'est une sirène. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai encore beaucoup parlé comme d'habitude, mais ça me fait bien plaisir, j'aime beaucoup ça. Si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez envie de faire une lecture commune, n'hésitez pas à me le dire, on peut essayer de se mettre ça en place.
C'est pas toujours facile, mais j'aime bien faire quelques lectures communes quand même de temps en temps. N'oubliez pas de participer au challenge irlandais. On compte sur vous, ça serait cool qu'on ait un petit peu de participants français. Ça serait sympa, la littérature irlandaise a beaucoup à apporter, des choses très différentes, plus ou moins légères, mais quand même avec un contexte irlandais qui est assez présent, que ce soit un contexte historique ou un contexte géographique. Enfin, le paysage irlandais est quand même, la terre irlandaise est très présente. Bref, si c'est un pays qui vous interpelle, allez-y, lisez la littérature irlandaise, ça vaut le coup. Je ne sais pas trop quelle sera la prochaine vidéo de cette chaîne, peut-être un update lecture, peut-être un prochain challenge que je me lancerai, peut-être un bilan de ce challenge irlandais, je n'en sais rien. D'ici là, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout. Je suis très active sur Instagram ces derniers temps. Un petit peu moins sur Facebook et un petit peu moins sur Twitter, mais sur Instagram très présente en post, mais surtout en stories. Je parle beaucoup comme ici. Voilà, donc si vous avez envie d'avoir des nouvelles un petit peu plus régulièrement, un petit peu plus quotidiennement, allez surtout sur Instagram. Et sur le blog, j'essaye de continuer à publier quelques articles. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Et merci d'avoir regardé comme d'habitude.